Nous allons parler de l'école avec nos invités en studio. Monique Cantos-Perber, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, ancienne directrice de l'École normale supérieure, auteur de Une école qui peut mieux faire aux éditions Albin Michel. Autre invité, Philippe Watrelot. Bonjour Philippe Watrelot. Bonjour. Merci d'être là, ancien professeur de français agrégé en sciences économiques et sociales, formateur à l'Institut national supérieur du professorat, auteur de Je suis un pédagogiste, gommer les clichés, construire une meilleure école. Il y a un cliché. D'abord, est-ce un cliché qui est répété ici ou là? Nous entendons sans cesse dire « l'école française va mal ». C'est une catastrophe. Est-ce que l'école française va mal? Monique Cantos-Perber, est-ce qu'elle va mal? J'ai envie de vous répondre avec le titre de mon livre. Elle peut mieux faire, en tout cas. Elle peut mieux faire. Parce que l'ambition est incroyable. C'est une école gratuite, laïque, obligatoire. Tous nos gouvernants ont une très forte ambition pour l'école. Tous ceux qui se sont retrouvés ministres de l'Éducation nationale et aujourd'hui même le président de la République s'engage dans des réformes scolaires, des réformes d'envergure. Donc tout ça, c'est formidable. Ça montre un véritable entraînement de la société. Bon, elle peut aller mieux, mais est-ce qu'elle va mal, le constat? Les résultats sont là. Les enquêtes PISA, dans le cadre de l'OCDE, les enquêtes Eurydice, dans le cadre de l'Union européenne, montrent toutes le même résultat. Une dégradation des performances en compréhension de l'écrit, en culture scientifique, en mathématiques et surtout, l'école française a le triste privilège d'être parmi les plus inégalitaires d'Europe. C'est-à-dire qu'elle permet la réussite d'un petit nombre d'enfants, petit pourcentage d'enfants, le plus souvent issus de milieux très favorisés, socialement et culturellement, et elle n'assure plus la réussite des enfants issus de milieux défavorisés. Et ça, pour un pays de tradition républicaine, c'est inadmissible. C'est inadmissible et inacceptable. Inadmissible et inacceptable. Philippe Watrelot, est-ce que vous avez Oui, on va partager... Vous faites le même constat. On va partager le même constat. Je vais reprendre les mots de Pape Diaye à propos de la rentrée et qui peuvent s'appliquer finalement avec cet euphémisme. La situation n'est pas optimale. Oui. On peut le dire comme ça. Oui, ça c'est un euphémisme. Oui. Ça veut dire qu'elle est clair. Ça veut dire qu'elle est inquiétante. C'est clair que de toute façon, il y a tout un courant qui existe depuis 30, 40 ans sur le déclin de l'école, etc. Il y a des succès de librairies qui se font là-dessus. Mais plus sérieusement, moi, ce qui me semble important, c'est en effet ce que pointe Monique Cantos-Perber, et là, je la rejoins entièrement. Notre école, elle est celle du grand écart, hein, pour reprendre le titre d'un livre de Baudelot et Establet. Et donc, oui, c'est une école qui est bonne pour les bons, mais mauvaise pour les moins bons. Et avec des écarts qui se creusent. Et ça, c'est la vraie grosse difficulté, le vrai enjeu pour les années qui viennent. Pour les années qui viennent, oui. Si on a une école, juste un dernier mot là-dessus, si on a une école qui fonctionne mal, eh ben, finalement... il y a un vrai risque d'implosion sociale. Vous évoquiez tout à l'heure la crise énergétique, mais il y a aussi une crise sociale qui peut naître d'une promesse républicaine non tenue. Si l'école ne fait que renforcer, voire amplifier les inégalités, ça aussi c'est un ferment de révolte. Évidemment, ferment de révolte. Bien, nous aurons d'autres invités tout à l'heure, tout au long de l'émission. Puisque l'école n'est pas en très bonne santé, l'école française, il y a peut-être des solutions. Et il y a un débat qui est ouvert. Le président de la République a relancé ce débat. Il y a un débat qui est ouvert autour de l'autonomie donnée aux écoles, aux établissements publics, aux écoles, aux collèges et aux lycées. Volontairement, j'inclus les écoles. Hein. Aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées, faut-il octroyer une plus grande autonomie à ces établissements? Oui ou non? Monique Cantos-Perber, j'ai lu votre livre, l'école peut mieux faire, elle peut mieux faire comment? Eh bien en lui accordant une plus grande autonomie. En tout cas, c'est une solution possible et qui est à tester, qui est à expérimenter. En sa faveur plaide d'abord la longue histoire de la construction de l'éducation nationale française, où dès 1880, les premiers ministres de l'instruction publique insistaient sur le fait qu'il fallait donner l'initiative aux enseignants, qu'il fallait respecter, comme ils disaient, la personnalité des établissements scolaires, leur identité. Donc ce sont des mots dont on aimerait qu'ils commencent à avoir un peu d'impact aujourd'hui. Ils ont été prononcés il y a presque un siècle et demi. Mais par ailleurs,
plaide en la faveur de l'autonomie. Un certain nombre d'exemples étrangers. Alors, en Suède, avec des aspects positifs. En Suède, dans les années 90, ont été créés ce qu'on a appelé les free schools, c'est-à-dire on est passé du jour au lendemain, si je peux dire, quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, d'un système qui était totalement contrôlé par l'État, où l'éducation privée n'existait pas, puisqu'il n'y avait quasi pas d'école privée en Suède, c'est tout à fait extraordinaire, mais c'était le cas, à un système où l'autonomie scolaire devenait la règle. En tout cas, on incitait les établissements à se transformer, on créait de nouveaux types d'établissements complètement autonomes, publics, c'est-à-dire qui ne faisaient pas payer de frais de scolarité et qui ne choisissaient pas leurs élèves, puisque c'est ce qui caractérise l'offre publique en matière d'éducation, contrairement à l'offre privée. Le malheur a été que cette réforme d'envergure a été en partie improvisée et surtout elle a ouvert la porte à des acteurs privés lucratifs, c'est-à-dire les grandes entreprises de formation qui ont commencé à gérer des écoles. Oui, mais ça, il suffit de l'interdire, parce que les autres exemples qui ont eu lieu avec les charter schools américaines, c'est-à-dire des écoles publiques qui étaient destinées à permettre la réussite scolaire des enfants les plus défavorisés et de résoudre des problèmes sociaux considérables en termes de mobilité sociale, d'employabilité, de dynamisme économique, parce que le dynamisme économique n'est plombé par les inégalités qui s'originent dans les inégalités scolaires. Eh bien, les charter schools ont été des écoles au public autonomes, mais qui étaient gérés soit par des groupes d'enseignants, qui avaient un projet pédagogique ambitieux de réussite des élèves, soit par des associations de parents, qui avaient elles aussi un projet pédagogique ambitieux, soit par des ONG, des fondations, enfin du non-profit. Et plus récemment en Angleterre, quand les libéraux, la coalition Lib Dem, libéraux-démocrates et conservateurs est arrivée au pouvoir avec Cameron dans les années 2010, des écoles libres et publiques, parce que quand on dit école libre, on pense tout de suite privée en France, écoles libres publiques ont été créées en Angleterre. Et ça marche ? Et avec des résultats qui ont été quand même très positifs. Est-ce que les résultats sont bons ? Il n'y a pas de formule unique. Il faut faire. Maintenant, on a quand même 30 ans de recul. On a beaucoup documenté les choses. On sait quels sont les risques. On sait quels sont les points sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Nous allons entrer dans le détail. Donc, nous sommes dans une bonne situation pour expérimenter ça comme une solution possible, parce qu'apparemment, aujourd'hui, aucune autre solution qui puisse tenir la route n'est proposée. Donc ça doit être essayé. Donc c'est une solution, mais quelle autonomie ? Ça, c'est l'une des questions que nous développerons. Autonomie, est-ce qu'il faut commencer à ouvrir la porte à l'autonomie, Philippe Waterloo? Alors moi, c'est ce que j'ai essayé de dire d'ailleurs dans mon livre. Je crois qu'il y a une quantité de mots qui sont piégés dans le débat sur l'école. Alors autonomie en fait partie, projet aussi, innovation également, sont des mots piégés et qui peuvent Mais piégés pourquoi ? Ça fait peur, ça fait peur à qui ? Déjà, ça fait peur. Non, mais disons clairement les choses, ça fait peur à qui ? Bien sûr, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Évidemment, ça fait peur, et puis parce que derrière, il y a évidemment la perversion des termes. La notion d'autonomie, elle peut sembler très positive, mais j'essaierai aussi, dans le débat, de montrer les limites et les craintes qu'il peut y avoir. Personnellement, à titre purement personnel, moi, je suis pas défavorable à une certaine autonomie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement le cadre dans lequel ça se construit. Tout à l'heure, Monique Cantos-Perber parlait de réformes qui se font du jour au lendemain. Je crois que ce qui est le plus important, et à tous égards, dans l'école, c'est de se donner du temps. Et c'est le temps qui est la condition. Est-ce que nous avons le temps ? Oui, nous avons le temps. Non, mais vous connaissez la formule. Seul, on avance plus vite, mais à plusieurs, on avance plus loin. Donc, je crois que ça devrait... Et c'est d'ailleurs peut-être cette phrase qu'aurait dû méditer le précédent ministre Jean-Michel Blanquer. La solution ce que développe Monique Cantos-Perber, ça peut être un élément parmi d'autres. On voit que c'est effectivement, elle est porteuse d'un projet qui ressemble beaucoup à celui de Emmanuel Macron. C'est un projet libéral. Nous allons être concrets. Attendez. Nous allons être concrets sur l'autonomie. Que veut dire l'autonomie ? Concrètement, comment on peut installer un début d'autonomie dans nos établissements scolaires ? Quelles conséquences pour les enseignants, pour les élèves, pour les parents ? Juste un mot. Dans le débat sur l'école aussi, il y a une constante, c'est que souvent on réinvente des choses qui existent déjà. L'autonomie, elle est
déjà présente. Les indemnités, les primes, etc., ça existe déjà. Donc, on réinvente souvent des choses qui existent déjà. Est-ce que grâce à l'autonomie, on va mieux enseigner? Est-ce que les élèves vont être plus indépendants? Est-ce qu'on va lutter contre les inégalités? Est-ce qu'on va pouvoir mieux payer les enseignants? Est-ce que ce sont toutes les questions qui sont posées à travers... Non, mais attendez, Monique. Attendez, Monique Campos-Perber, il faut que je fasse un peu de pub. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole. Tout à l'heure, j'aurai Patrice Romain, qui est professeur des écoles, principal de collège, directeur d'école pendant 20 ans, auteur de mots d'excuses, les parents écrivent toujours aux enseignants. Et puis, quelqu'un qui est absolument contre l'autonomie, c'est Laurent Fragerman, qui est professeur agrégé d'histoire au lycée Lamartine, chercheur associé au service de l'université de Paris-Cité. Lui, il est absolument contre toute autonomie. Et vous réagissez au 0826 300 300. Je vois Eric, je vois Lionel qui sont déjà là. Vous êtes sur Sud Radio, le débat est lancé, 11h17. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h20. Donner plus d'autonomie aux établissements scolaires, est-ce la solution pour relever le niveau de l'enseignement en France? Enseignement primaire et enseignement secondaire. Nos invités, donc, Monique Campos-Perber, qui est directrice de recherche au CNRS et qui publie Une école qui peut mieux faire aux éditions Albin Michel, et notre invité aussi, Philippe Vattrelot, qui est formateur à l'Institut national supérieur du professorat, auteur de « Je suis un pédagogiste, gommer les clichés, construire une meilleure école ». Donc, autonomie. Le mot est lâché, il a été lâché. Vous le disiez, on en parle depuis plusieurs années. Mais là, j'ai l'impression que le président de la République a l'intention d'accélérer les choses. Nous verrons bien s'il y a accélération. Autonomie, concrètement, ça veut dire quoi ? Quelles conséquences pour les parents, les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement ? Alors, autonomie, ce n'est pas indépendance. C'est-à-dire un établissement autonome, comme le sont les universités aujourd'hui, depuis la loi de 2007, et comme le sont d'autres établissements, certains autres établissements publics, c'est la capacité de se fixer des objectifs et de définir en toute autonomie, c'est là que ça joue, une stratégie de moyens pour y parvenir. Il est évident que les objectifs en matière d'éducation primaire et secondaire sont des objectifs qui sont fixés par la puissance publique, qui définit le curriculum, qui définit ce que les élèves doivent savoir au terme des principaux cycles. En revanche, et là c'est pour tout le monde pareil, dans une école du 6e arrondissement et dans une école de la banlieue de Lille. En revanche, si l'État doit définir les buts et les objectifs ambitieux, il n'est pas nécessairement justifié qu'ils définissent la stratégie des moyens pour y parvenir. Et l'autonomie porte sur cela. Une stratégie des moyens qui est justifiée par l'équipe enseignante concernée, l'établissement concerné, en fonction du terrain. Parce que voyez-vous, dans notre pays, on a tendance à considérer que si on fait partout pareil, c'est l'égalité assurée. Ce n'est pas le cas. Oui, il y a cette uniformité dans l'éducation en France qui vous paraît nocive. C'est-à-dire que tous les élèves apprennent la même chose au même moment, quel que soit le niveau de l'élève. C'est vrai ou c'est faux ? Non, alors, ce n'est plus le cas. Faut pas exagérer. C'est une caricature. Là, c'est ce que dit. Je grossis le trait. Au milieu du 19e siècle, Hippolyte Taine, un essayiste, se moquait d'un ministre de l'instruction publique qui disait l'éducation et l'instruction publique, c'est extraordinaire. Au même moment, dans les mêmes classes de France, tous les élèves étudient la même phrase de virgule. C'est ce que j'appelais le syndrome Jules Ferry dans mon livre, savoir que tous les élèves font la même chose. Non, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que des projets d'école, des projets d'établissement. Rappelons que les écoles, ce ne sont pas des établissements publics au sens strict. Les projets d'école, les projets d'établissement, il y a même des projets académiques. Tout cela, ça existe déjà. Il y a déjà aussi on pourrait aller plus loin. Alors, Philippe Vattrelot, ça existe, mais ça n'a jamais été appliqué. C'est extraordinaire. La loi, mais non, regardez la loi c'est pas vrai. La loi confiance. Mais bien sûr, c'est appliqué, mais à la marge, jamais avec un engagement véritable de la puissance publique, jamais avec des moyens assortis. Et regardez, on en est aujourd'hui à parler d'autonomie, comme si ces expressions, en effet, qui existent, le terme autonomie figure dans la loi de 2005, la loi de François Fillon. Mais
Mais ce n'est pas, ça reste un petit peu décoratif. Et ce que propose le président de la République et le ministre actuel, c'est presque insultant pour les enseignants qui mettent en œuvre ces projets. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, l'ensemble des personnels de direction. Moi, je trouve pas ça correct. Et attendez, de même vous que pouvez peut-être me permettre de préciser ma pensée avant de la critiquer. Chacun va termine pouvoir juste prendre la ma parole. phrase. Philippe Vattolo termine. Vous allez réagir et j'ai des questions à poser. Allez-y, Philippe Vattolo. Je disais simplement une chose, c'est que là, on retrouve un petit peu le même défaut que celui qui s'est révélé lors de du discours d'Emmanuel Macron devant les recteurs, où il semblait découvrir l'existence de projets. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On redécouvre des choses qui existent déjà. Oui. Donc, il suffirait peut-être de... Alors là, on peut être d'accord là-dessus et se rejoindre, de mieux faire appliquer les textes, le cadre actuel, plutôt que forcément aller plus loin. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce qu'une meilleure autonomie permettrait de mieux impliquer les parents d'élèves? Est-ce que ça permettrait, par exemple, de nouer des partenariats avec des associations pour aider les élèves défavorisés? Est-ce que l'autonomie, faudrait-il aller jusqu'au recrutement des professeurs? Est-ce que ça permettrait de mieux répartir les enseignements? Est-ce que ça permettrait, je ne sais pas moi, d'améliorer les traitements des enseignants? Je ne sais pas. Est-ce que l'autonomie, c'est essentiellement dans notre cadre républicain où l'école quand même est financée intégralement par l'État, oui, et où est intégralement publique et laïque, c'est l'autonomie pédagogique, l'autonomie pédagogique et l'autonomie de gestion, c'est-à-dire maîtrise du budget, en particulier plus de souplesse dans le financement. C'est-à-dire que le chef d'établissement maîtriserait son budget, mais c'est déjà le cas, d'une certaine manière, c'est déjà le cas, mais avec des possibilités éventuellement de souplesse accrue et surtout autonomie de gestion des ressources humaines. Je suis en effet très favorable à la possibilité pour les équipes enseignantes et l'établissement d'être souverains, sinon décisionnaires dans le recrutement de leurs collègues. Alors je reviens sur un mot, si vous voulez. Je vais y revenir sur le recrutement des enseignants. L'autonomie, c'est l'autonomie à partir d'un contrat. Il ne s'agit pas, comme c'est le cas en effet, dans la loi de 2005, le terme est cité, et même dans la loi qui précède et celles qui suivent le terme de projet d'établissement, là c'est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit d'un contrat qui est justifié par les enseignants, qui est discuté avec la puissance publique et les collectivités territoriales, qui est surtout justifié en fonction du terrain. D'ailleurs, je suggère même que les enseignants puissent faire appel à des chercheurs qui font une étude du terrain et qui permettent aux enseignants de construire leurs arguments pour montrer comment c'est justifié, qu'étant donné ce terrain-là, c'est la stratégie qu'il faut pour faire réussir les élèves. Ça, c'est absolument essentiel. Rien de tel n'existe aujourd'hui. Donc ça, c'est une différence majeure et qui donne beaucoup plus de souplesse en termes de stratégie pédagogique. Mélanger des groupes de niveau, faire des élèves de 6, des groupes de 6 pour certains enseignements particulièrement difficiles et des groupes de 24. Quand on lit une histoire à une classe... Mais ça existe, les groupes de niveau, ça existe ou pas? Pas suffisamment. On ne peut pas mélanger les niveaux, comme c'est le cas dans certaines des pédagogies qui sont d'ailleurs, à titre exceptionnel, tolérées dans l'école publique aujourd'hui. Mais par exemple, on demande vous savez qu'on a la réduction du nombre d'élèves par classe, donc un programme sur 3 ans, 20% aujourd'hui qui ont déjà bénéficié de telles mesures. Mais 12 élèves par classe, très bien. Mais pour des apprentissages très difficiles, il faudrait plutôt 6 élèves. En revanche, quand on lit une histoire aux enfants, est-ce qu'on a besoin de 12? On peut être 24. Donc, si vous voyez, c'est aux enseignants de définir cela. Et parfois, 2 professeurs, c'est plus efficace qu'un seul professeur. Donc, totale autonomie dans les stratégies pédagogiques, dans les modes d'évaluation. Mais condition fondamentale de la réussite de l'autonomie, un contrôle vigilant de la puissance publique. Le principe, c'est responsabilité et contrôle vigilant avec sanction a posteriori. Ça, c'est important. On ne peut pas laisser... autonomie, très bien, mais autonomie contrôlée, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des stratégies, des moyens mis en œuvre, mais moi, ce qui me semble le plus essentiel, et je reviens au début de notre discussion, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités. À mon avis, les seuls projets qui vaillent sont ceux qui permettent vraiment de lutter contre les inégalités. Mais organiser des groupes de travail... Sinon, effectivement, Henri IV a un projet, les
l'école alsacienne a un projet, mais c'est pas un projet de réduction des inégalités. On met à l'écart ces écoles-là, qui sont des écoles l'impératif, il est là. L'impératif, il est là. Ce qui devrait guider l'évaluation de tous ces projets, c'est est-ce que ça permet de lutter contre les inégalités. Et ça passe aussi par d'autres éléments. C'est-à-dire que si on reste dans une aussi faible mixité, juste je termine ça, si ça reste par exemple dans une aussi faible mixité sociale que c'est le cas aujourd'hui, vous aurez beau construire de l'autonomie et des projets, c'est mal parti. Donc il y a un ensemble à considérer. Et par ailleurs, sur le recrutement des enseignants, juste une petite remarque au passage, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent dans la situation de pénurie dans laquelle nous sommes actuellement. Alors justement, on va en parler après la pub, mais ça pose des questions. Est-ce que ça permet effectivement de lutter contre les inégalités, l'autonomie, une plus grande autonomie? Est-ce que ça permet de donner un meilleur avenir aux élèves? Est-ce que ça permet de rassurer les parents qui parfois sont inquiets? Et est-ce que ça permet de mieux payer aussi les enseignants? Une autonomie avec un établissement, un conseil pédagogique qui choisit ses enseignants. Toutes ces questions-là sont abordées ce matin sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Je vais prendre Lionel dans un instant, et puis Patrice Romain qui sera avec nous dans quelques minutes, juste après la pub, 11h30. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h midi, confrontation d'idées tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h33. L'autonomie des établissements scolaires, c'est un débat qui est ouvert, qui a encore une fois été ouvert par le président de la République, mais c'est un vieux débat. Lui, il a rebondi en fait sur ce débat. Patrice Romain est avec nous. Patrice Romain est professeur des écoles, principal de collège et directeur d'école a été principal de collège et directeur d'école pendant près de 20 ans. Bonjour Patrice Romain. Bonjour. Auteur de mots d'excuses, les parents écrivent toujours aux enseignants. Bien, nous parlons de l'autonomie et je voudrais que nous resserrions le débat. Est-ce que une meilleure autonomie donnée aux établissements scolaires permettrait de mieux lutter contre les inégalités ? Alors écoutez, moi j'aurais 3 réflexions à formuler. Déjà, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique, c'est-à-dire que moi je suis favorable à l'expérimentation, à condition qu'ensuite il y ait un véritable bilan par un cabinet indépendant, parce que dans l'éducation nationale, les hauts fonctionnaires qui mettent des réformes en place sont les mêmes qui ensuite en tirent le bilan, donc on s'auto-congratule sans savoir. Mais donc je pense qu'on peut expérimenter. Bon. La deuxième remarque que je voudrais formuler, c'est qu'il faut être prudent parce que les chefs d'établissement sont également recrutés donc sur profil, non pas sur l'ancienneté. Donc, et c'est un petit peu ce qu'on voudrait mettre en place pour les professeurs qui seraient recrutés par les chefs d'établissement. Et donc les chefs d'établissement en 2022, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque ce sont des inspecteurs intègres, des hauts fonctionnaires intègres qui recrutent, tout va bien. Mais ce mode de recrutement, ça peut induire également la flagornerie, l'hypocrisie, le népotisme et la promotion canapé. Oui. Donc il faut être prudent. Et enfin, la troisième chose que je voudrais dire, c'est que ça, ce serpent de mer, c'est un véritable enfumage. Là, nous avons aujourd'hui la pré-rentrée des enseignants. Le réel problème de l'éducation nationale, c'est, à mon sens, moins l'autonomie ou le projet ci, le projet ça. Vous avez des dizaines de milliers de professeurs qui sont motivés et qui voudraient exercer leur métier sans être agressés, dans de bonnes conditions. Et comme il y a une omerta totale au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'à tous les échelons hiérarchiques, on masque les problèmes, eh bien, on n'a aucune conscience de la réalité sur le terrain. Donc, on pourra toujours ensuite ergoter et allumer des contre-feux et porter des débats. Pour vous, le fait de remettre sur le terrain, si je puis dire, le mot autonomie, c'est allumer un contre-feu. Mais c'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas le problème essentiel. C'est pas le problème. Non, mais il y a effectivement déjà des projets. En plus, ce sont des mots. C'est-à-dire, on parle d'autonomie dans les faits. L'autonomie des établissements existe, mais l'autonomie est tellement resserrée au niveau des moyens humains et matériels que finalement ce n'est qu'un nom, un nom de plus. Oui, mais Patrice Romain, si ça donne la possibilité, cette autonomie, une autonomie contrôlée, de lutter contre les inégalités et en même temps de permettre aux enfants d'être plus épanouis et de mieux réussir, et à l'école d'être plus performante, c'est pas mal, non ?
Ah mais ça, chacun se forgera son idée. Hein. Ce sera la 15 millième méthode différente pour aborder ça. Mais encore une fois, il faut se méfier de toutes ces grandes paroles et voir exactement ce qui se passe sur le terrain. Hein. Monique Campos-Perbert. Moi, je signale quand même que, même si le président de la République en a parlé au mois de juin dernier, c'est une cause pour laquelle je milite depuis 25 ans, l'autonomie scolaire, et j'ai publié un rapport dans Génération Libre au début du mois de juillet sur cette question. Par ailleurs, alors je reviens à l'essentiel, hein. L'inégalité, remédier aux inégalités, c'est pas en ces termes que je pose la question. L'autonomie comme moyen de faire réussir chaque élève le mieux que c'est possible, c'est-à-dire lui donner ce véritable atout de liberté qui lui permet de continuer sa scolarité dans les meilleures conditions en ayant un très bon niveau de formation. Pour moi, c'est ça l'objectif. L'autonomie, et en particulier le contrat, ce n'est pas une autonomie pour des buts éducatifs au rabais. Au contraire, il faut des objectifs très ambitieux pour une école ambitieuse. Aux enseignants de définir leur contrat, de le publier. Vous parlez de réassurer les parents. Je serais tout à fait favorable à ce que les parents aient connaissance du contrat de l'établissement, si vous voyez, qu'ils sachent de quoi il s'agit. C'est-à-dire que je suis parent, je vais être concret, je suis parent, mon élève est inscrit. Et les élèves aussi. Et mon élève est inscrit. Je sais, en début d'année scolaire, quels sont les objectifs de l'établissement. Mais c'est déjà un peu le cas, non ? Non, à ma connaissance, les projets d'établissement ne sont pas rendus publics dans la communauté scolaire ou dans la communauté des parents. En tout cas, ils ne sont pas discutés. Mais les parents sont de plus en plus intrus. Et de manière plus volontaire, si vous voulez. Alors, c'est une chose qui va peut-être choquer, mais enfin, si vous voulez, moi, mon but, c'est l'efficacité et que chaque enfant ait la meilleure éducation possible. Qu'il y ait au sein même de l'éducation publique et de l'offre publique d'éducation, donc, une certaine diversité de méthodes, je trouve que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas une seule façon de bien enseigner. On enseigne bien dans différents pays du monde avec des méthodes très différentes des nôtres. Donc, qu'il y a possibilité pour une école d'inciter, les objectifs étant les mêmes et l'ambition étant très forte, bien évidemment, mais une stratégie de moyens particulière et une autre école qui reste dans le cadre public traditionnel, une autre stratégie de moyens, après tout, c'est une très bonne chose, parce que la pluralité encourage le perfectionnement collectif. Ça, j'en suis convaincue. Je reviens sur la question des enseignants. Si vous voulez, aujourd'hui, un enseignant arrive dans une école sans savoir à quoi il a affaire. Que l'enseignant ait la possibilité, tout en respectant le système le mouvement national, de se porter candidat à une école en fonction du projet pédagogique de l'école qui est publié, de ce fameux contrat. Après tout, pourquoi pas ? Et que les enseignants de l'école en question aient leur possibilité, avec leur principal, avec leur directeur, de donner leur avis, de pouvoir recevoir ce candidat. Pourquoi pas ? Ça promet quand même une meilleure cohésion de l'équipe. L'autonomie, c'est une manière aussi de valoriser considérablement le rôle des enseignants, qui peuvent être vraiment des initiateurs du projet, des leaders pédagogiques avec le directeur de l'école. Mon avis, c'est vraiment une manière de les positionner. Alors, ça va de soi avec le fait que ça doit être accompagné par une réforme globale des salaires. Mais ça, c'est indépendant conceptuellement de l'autonomie. Il faut des conditions favorables pour que ça réussisse. Salaire, possibilité d'être rémunéré pour des missions complémentaires, insistant sur la qualité de la formation des enseignants et qualité de la formation des directeurs d'école. Formation continue. Vous savez que toutes les enquêtes PISA montrent que les enseignants français n'ont aucune formation continue, n'ont pas la possibilité d'assister à des séminaires, de rencontrer des collègues d'autres établissements où ils échangent de bonnes pratiques. Tout ça, or, ce genre de choses, c'est ce qui donne du prix à l'activité qu'on exerce, c'est extrêmement valorisant. Donc une autonomie encadrée. Philippe Vattrelot ? Alors, sur la question du recrutement des enseignants, etc., je laisse Laurent Fragerman répondre. Moi, ce que je voudrais dire avant toute chose, c'est qu'avant de penser l'école de demain, P-E-N-S-E-R, il faudrait déjà penser, P-A-N-S-E-R, l'école d'aujourd'hui. Oui. C'est un préalable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'école, si elle va mal, je reviens sur la question que vous posiez au tout début, c'est surtout parce qu'on est dans un tel état de désillusion, d'amertume, de crispation des enseignants, et c'est pas juste un état d'esprit, c'est simplement une déconsidération de leur métier, et qu'il faut déjà reconstruire la confiance. Alors, je veux bien entendre que cette confiance, et je l'ai écrit moi-même et à plusieurs reprises, que ce soit dans ce livre ou dans le rapport du Conseil national de l'innovation en 2017, je veux bien entendre que ça passe par une plus grande prise en compte des collectifs enseignants. Mais d'abord et avant tout, il faut
mieux payer les enseignants. Et pas conditionner ça à des tâches nouvelles, etc. Les enseignants font déjà plein de choses. Oui. Moi, je suis pour qu'on raisonne toutes tâches comprises, TTC, toutes tâches comprises. Oui. Et pas en rajoutant des choses. Les enseignants ne sont pas des chasseurs de primes. Donc, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus. La priorité, c'est de mieux payer les enseignants. Ça, après, on peut ouvrir toutes les réformes. Pourquoi pas ? Dès l'instant où, mais est-ce que vous pensez que si l'on paie mieux les négocier, oui, mais si l'on paie mieux les enseignants, est-ce qu'on luttera contre la crise des vocations? Alors, juste un mot encore. 12%. Pardonnez-moi, juste je donne des chiffres. Oui. Toutes les enquêtes montrent que le salaire des enseignants est 12% inférieur, moyenne très basse des pays européens, et 12% inférieur au salaire de personnes ayant la même qualification. Oui. De plus, pour l'instant, je vous signale que les enseignants français 1,1 fois le SMIC. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est un bac plus 5 et avec 30% de moins que en moyenne. Hein, parce que pour les jeunes chercheurs, doctorants, ayant fait 10 ans d'études, c'est pareil. Comparable, c'est une catastrophe. Avec le même niveau de diplôme. Et juste un élément qui pourrait intéresser nos auditeurs, c'est que les enseignants français sont les enseignants de tous les pays de l'OCDE qui ont le sentiment que leur métier est le plus dévalorisé socialement. Donc vous voyez quel état d'insatisfaction pour des personnes qui sont quand même au cœur de la mobilité sociale, au cœur de l'ambition. Là, je vois qu'il y a unanimité. D'ailleurs, je vais en parler avec Patrice Romain juste après la pub et avec Laurent Fragerman, qui est professeur justement agrégé d'histoire au lycée Lamartine à Paris. À tout de suite, 11h43. Jean-Jacques Bourdin. Nos écoles. Le constat est général. Tout le monde est d'accord. Il faut mieux payer les enseignants. Lionel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui, bonjour Lionel, vous êtes à Grasse dans les Alpes-Maritimes, Lionel. Merci d'être avec nous. Vous avez appelé le 0826 300 300, Lionel. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Je crois que votre fille entre en première, hein, c'est cela? Une de mes filles en première, l'autre à l'université cette année. Oui. Moi, je suis passé dans une émission il y a quelques années déjà sur les investissements en fait du privé dans l'école, dans l'université en général. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. L'école, ça nous coûte actuellement, je crois que c'est 160 milliards, un truc comme ça, par an. Et quand on voit le résultat, très honnêtement, c'est quand même extrêmement décevant. Alors, faire entrer le privé à l'école, Lionel, comment? Comment ça s'appelle, en leur permettant d'avoir des projets directement liés à leurs besoins, tout simplement. En Allemagne, là, il y a Volkswagen, il est rentré il y a quelques années dans une université, il a mis je sais plus combien de centaines de millions pour former des ingénieurs spécifiquement pour sa société, et ça se passe très bien. Les jeunes qui sortent avec, avec un bac plus 5 en événementiel et qui se retrouvent au SMIC parce que le marché est complètement saturé, c'est complètement débile. Oui, mais Lionel, les liens entre l'université et les grandes entreprises, ça existe aussi en France. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle de l'école. J'oublie l'université. Oui, Lionel, mais comment faire entrer le privé dans les écoles? Eh ben, après, on a des politiques qui sont quand même à même de pouvoir les faire rentrer, mais déjà l'autonomie des professeurs, quand on voit un certain nombre de profs, moi je l'ai eu pendant des années avec mes filles, qui ne sont là finalement que parce qu'on ne sait pas où les mettre, et donc parce que moi elles sont dans le public, donc j'ai bien vu le résultat. Mais en fait, on va créer quoi si on ne permet pas à ces professeurs qui ne font pas leur staff, parce qu'il faut l'appeler comme il faut l'appeler comme ça. Soit ils sont tout le temps absents, soit et ils sont malgré tout ici. Le directeur d'établissement n'a pas pouvoir de le changer, n'a pas pouvoir de le foutre dehors en fait. Donc plus d'autonomie, vous dites, il faut plus d'autonomie. Donc beaucoup plus d'autonomie et les intéresser entre guillemets aux résultats de l'école, parce que sinon on va créer une école à deux vitesses où le privé qui a beaucoup plus d'argent va créer en fait des élèves bien mieux formés, et si on veut que nos enfants aient une éducation, on va dire, extrêmement qualitative, on va être obligé de faire ça, mais la justice, elle est où? Bien, merci Lionel. Merci Lionel, merci. Faut faire attention aux excès, parce que le privé n'est pas toujours non plus exceptionnel. Le privé n'a pas toujours des résultats plus exceptionnels que le public. Il faut toujours mesurer. Ça dépend du privé. Le privé lucratif et le privé non lucratif. Oui. Le privé non lucratif, c'est-à-dire les associations, les fondations, parfois les fondations d'entreprises, qu'elles puissent apporter de l'aide, donner des mécénats pour aider en particulier les enfants défavorisés aux écoles publiques, pourquoi pas. En revanche, le privé lucratif, je vois que dans toutes les expériences où un rôle lui a donné été donné en matière éducative, ça a été une catastrophe pour deux raisons.
D'abord, si vous voulez, quand même, le privé lucratif est là pour faire des profits. C'est sa raison d'être. Oui. Il ne va pas se mettre à faire de la philanthropie. À ce moment-là, on fait du privé non lucratif. Mais par ailleurs, la puissance publique n'a jamais joué son rôle de sanction. En Suède, où les organismes privés lucratifs ont eu la responsabilité de gérer des écoles publiques, très naturellement, elles ont tout de suite essayé de faire des économies d'échelle. C'est tout à fait normal. Et donc, substituer du numérique, des professeurs moins formés, et ça a été pour finir indicateur. Il y a des délégations réussies d'activités de services publics à la puissance privée lucrative. Il y en a. Mais il faut qu'il y ait un cahier des charges extrêmement précis et que l'État exerce son rôle de contrôle. Il va de soi qu'on n'en est pas du tout là en France pour l'instant. Laurent Frogerman. Le privé lucratif, non. L'autonomie, ce n'est pas une privatisation de l'école. Je le dis haut et fort, parce que souvent, on disqualifie cette mesure en disant que c'est le cas. Absolument pas. Il s'agit de l'autonomie des professeurs. C'est même pas l'autonomie du chef d'établissement. D'ailleurs, c'est l'autonomie de l'équipe enseignante et du directeur. Laurent Frogerman. Dans le système public. Laurent, je vous sens passionné. Vous défendez votre point de vue. Laurent Frogerman, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes totalement contre toute autonomie ? Alors, non, mais je pense justement que dans ce qui vient d'être dit, on ne distingue pas deux types d'autonomie très différents. Il y en a un qui est l'autonomie des enseignants, des équipes pédagogiques, en lien évidemment avec un chef d'établissement qui doit dynamiser tout ça. Enfin, oui. Cette autonomie-là, elle me paraît souhaitable, mais elle est très difficile à réaliser, si on regarde concrètement, il ne faut pas être utopique. Et l'autonomie dont nous rebat les oreilles, dont nous parle bien trop souvent, c'est une autonomie managériale, où il s'agit en fait de donner le pouvoir au chef d'établissement. Justement, dans les faits, c'est cela. Donc, en tout cas, si on parle bien d'une autonomie où finalement c'est le chef d'établissement qui recrute, c'est le chef d'établissement qui pilote tout, je pense qu'on se fourvoie. Pourquoi est-ce qu'on se fourvoie sur ça Alors, pourquoi on se fourvoie? D'abord parce que, et ça rejoint ce que vient de dire l'auditeur, parce que l'école n'est pas une entreprise, ce n'est pas son objectif, elle doit fonctionner différemment et assumer cette différence, c'est-à-dire un fonctionnement qui est basé sur des valeurs à transmettre, et un fonctionnement, voilà, elle a des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des objectifs à remplir et qu'on ne doit pas... Ça ne veut pas dire non plus qu'elle ne doivent pas évoluer. Exactement, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous dis, une autonomie vraiment qui soit basée sur l'initiative des enseignants, qui libère l'initiative, ça je suis pour. Mais je pense pas justement qu'en disant finalement voilà les enseignants doivent appliquer, parce que c'est la grande mode internationale, c'est notamment ce que préconise l'OCDE, c'est les enseignants doivent appliquer des recettes des pédagogiques inventées par d'autres et on va leur demander de rester dans ces créneaux-là. Et l'autonomie finalement, du coup, quand je parle d'autonomie vraiment managériale, c'est que du coup, il n'y a plus d'initiative réelle demandée aux enseignants, on est dans une autre logique. Oui, dans une autre logique. Il a totalement raison aussi. Si on applique les consignes données par d'autres, il n'y a plus d'autonomie. Autonomie, ça veut dire qu'on se donne à soi-même sa loi et qu'on définit soi-même sa stratégie. Donc, autonomie des enseignants. Je suis tout à fait d'accord, on a tendance à penser aujourd'hui, oui, l'autonomie, c'est très bien, il y a un vrai patron, c'est le chef d'établissement, et les autres sont soumis. C'est voué à l'échec. On est dans un milieu où il y a succès de ce type de démarche, il y a une véritable collégialité, respect mutuel et projet commun. Le chef d'établissement, c'est bien sûr le chef, c'est lui qui coordonne, mais il est primo inter pares, c'est-à-dire il construit la cohésion de son équipe, c'est sa première responsabilité. Oui. Ça, c'est fondamental. Mais d'ailleurs, en Suède, est-ce qu'il doit, Laurent Frogerman, un exemple concret, en Suède, on est même allé... folie totale, donner au chef d'établissement la possibilité de moduler les salaires des enseignants. Vous pensez bien qu'il n'y a aucun chef d'établissement qui n'a utilisé ce pouvoir. Mais donner au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique la possibilité de choisir ses enseignants, vous êtes pour ou contre, Laurent Frogerman ? Alors, je suis clairement contre, parce que, d'abord, le primus inter pares, c'est ce qui est en train de disparaître dans l'enseignement primaire, c'est l'expérimentation de Marseille de M. Macron, c'est-à-dire on veut donner un autre rôle au directeur, là où, justement, spécificité française, on était dans un rôle compliqué, mais qui était assez intéressant, instructif, du directeur, un professeur des écoles comme les autres, et en même temps, animateur, coordinateur et impulseur. Alors, votre question, c'était sur quoi? Excusez-moi. Non, ma question était simple, sur le chef d'établissement, l'équipe pédagogique qui choisit les enseignants de l'établissement.
Non, je suis pas pour, parce que le problème, c'est le marché scolaire. Et là, on est vraiment sur quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que si on introduit ça, on a l'exemple encore anglo-saxon, c'est la grande tradition anglo-saxonne, où effectivement l'enseignant est choisi localement, et le résultat, c'est que les enseignants qui sont capables de bien se vendre, ou qui sont les meilleurs, parce que quelquefois, on fait bonne apparence, mais on n'est pas le meilleur, ceux-là vont dans les établissements cotés, et dans les établissements difficiles, comme par hasard, on a les gens qui arrivent en bout de Germain, ça permettrait, si a priori, on décide de mieux payer les enseignants. Première règle de base. On paye mieux les enseignants. Et si on donne la possibilité aux chefs d'établissement et à l'équipe pédagogique d'établir un cadre, en quelque sorte, on va peut-être attirer plus de candidats, non ? Alors, on attirera plus de candidats à Henri IV, Fénelon ou d'autres établissements bien cotés, ça c'est évident. Il n'y aura pas besoin d'ailleurs de les augmenter. Par contre, dans un lycée au fond de la Seine-Saint-Denis, mal desservi par les transports en commun, etc., et avec des grandes difficultés sociales, je vous garantis qu'il y en aura moins. Eh bien, on les paye plus s'ils vont exercer en Seine-Saint-Denis, non ? Il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'école, l'éducation nationale, c'est un service public. Et un service public, ça suppose qu'il soit le même dans l'ensemble du territoire. Il faut déjà rappeler ça. Dans ses objectifs, mais peut-être pas dans ses méthodes et ses stratégies pédagogiques. Pour l'instant, restons sur cet aspect-là. C'est essentiel. Alors, ça veut dire qu'il faut aussi éviter de creuser encore les inégalités aussi bien géographiques que sociales. Mais mon cher ami, elles sont évidentes. Elles ne cessent de s'aggraver. Donc il faut changer de système. Ne jouez pas l'indignation surjouée. Elles ne cessent de s'aggraver. L'école française est de plus en plus inégalitaire. Si je peux terminer c'est ma étrange, phrase, vous dites la situation se détériore et il faut surtout ne rien changer. C'est stupéfiant. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne faut pas aggraver encore plus le risque, effectivement, de ce débat sur l'autonomie, c'est qu'il se fasse vers plus de concurrence entre les établissements et finalement une remise en question aussi du service public. Bon, voilà. Je ne vous mettrai pas d'accord. Mais le dernier point que je voudrais dire rapidement, c'est qu'il faut surtout et avant tout se donner du temps. Expérimentons et ne faisons pas comme l'a dit par exemple Emmanuel Macron, le bilan des écoles de Marseille avant même qu'il ait... si vous voulez, juste pour conclure un mot sur Marseille, il ne s'agit pas du tout de mettre l'autonomie au principe de l'établissement, c'est pas du tout ce qu'a dit le président de la République, il s'agit de donner la possibilité aux enseignants de proposer des enseignements innovants pour 2 heures et pour le chef d'établissement de donner son avis sur ses collègues. Mais si vous voulez, c'est pas du tout ce qu'on envisage comme réforme totale de l'autonomie. Mais encore une fois, il faut expérimenter et on verra si ça donne de bons résultats. Il faut prendre le temps, je suis tout à fait d'accord. Ça suffit, ces grandes réformes systémiques qui inévitablement vont dans le mur parce que les personnes ne sont pas prêtes. Merci Monique Cantos-Perber. Merci à vous tous. C'est passionnant ce débat parce que c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir de l'école. Monique Cantos-Perber, une école qui peut mieux faire aux éditions Albin Michel. Philippe Vatrelot qui publie Je suis un pédagogiste, gommer les clichés, construire une meilleure école. Merci à Patrice Romain, mot d'excuse, les parents écrivent toujours aux enseignants au Cherche Midi, et merci à Laurent Fra-German, nos invités, 11h58. Allez, un peu d'infos, un peu de météo, des courses, et puis nous nous retrouvons après-midi. Merci à toutes.